disais, aujourd'hui, nous allons parler du module 7 qui porte sur les résultats et la méthodologie. Et comme on l'a dit la dernière fois, là, nous sommes effectivement en train d'entrer de plein pied dans la rédaction d'articles proprement dit. Voilà, on a commencé la dernière fois en voyant différentes sections. Aujourd'hui, on va parler donc de la section des résultats et de la section de la méthodologie. Très bien. Et le but de cette présentation, c'est que vous puissiez présenter les résultats de votre étude avec les textes, les figures et les tableaux. Voilà, donc que vous soyez capable de rendre compte du résultat d'un travail de recherche avec ces éléments et que vous compreniez quel est le contenu de chaque sous-section qu'on retrouve dans la méthodologie. Voilà, lorsqu'on va parler de la méthodologie, que vous puissiez voir clairement quelles sont les sous-sections qui rentrent là-dedans. Et c'est ça donc le but que nous avons aujourd'hui. Et pour atteindre donc cela, les objectifs que nous sommes fixés, donc je vais commencer par un rappel de la dernière session comme d'habitude. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait la présentation des résultats suivant les tableaux et les figures. On verra ensuite comment est-ce qu'on utilise du texte pour faire les commentaires sur les résultats. Et on va voir aussi les différentes sous-sections qui rentrent dans la méthodologie et terminer donc par quelques principes de la rédaction qui sont propres aux résultats et à la méthodologie. Parce que nous avons vu les principes généraux lors des modules précédents. Aujourd'hui, on va voir quelques principes qui s'appliquent particulièrement à ces deux sections-là. Il est important donc de les avoir. Et donc, je vous encourage à suivre ceci en étant vraiment avec une ouverture d'esprit plutôt pratique, plutôt concrète. Il y a beaucoup d'exemples que je vais prendre pour davantage illustrer que vous puissiez comprendre. Et il faut bien savoir aussi que c'est lorsque vous allez commencer à vous exercer, quand vous allez commencer à appliquer ce qu'on va voir aujourd'hui, que vous pourrez véritablement identifier les lacunes que vous pouvez avoir ou les difficultés qu'il peut y avoir et qu'on pourra davantage reparler de cela. Voilà, donc la dernière fois, nous avons vu les différents types de publications. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types de publications scientifiques, donc il est important de le savoir, parmi lesquels il y a les articles originaux, qui représentent le type de publication le plus fréquent. Et voilà, ça c'est ce qu'on va souvent retrouver la plupart du temps. Quand on a fait un travail de recherche, très souvent c'est ça qu'on va publier. Et l'article original a la particularité donc de rapporter un fait qui n'a pas encore été publié avant et qui n'est pas en cours de publication ailleurs. Donc, l'idée vraiment, c'est de dire, j'ai fait une étude, j'ai collecté des données, même dans le cadre d'un projet ou n'importe quoi d'autre, et je veux publier les résultats de ces données, de cette étude-là pour la première fois à un endroit où on n'a jamais publié avant pour ces études-là. Également, on a vu qu'il y a des revues systématiques qui représentent un peu comme le top, le standard en matière de niveau de preuve. Et les revues systématiques, en général, exigent qu'on fasse une revue exhaustive de toute la littérature avec une méthode qui est reproductible, que quelqu'un d'autre puisse refaire la même chose. Et troisièmement, en évaluant la qualité des informations qu'on recueille. Et là, ce n'est pas basé uniquement sur l'expérience d'un expert, mais ça va vraiment au-delà pour suivre une méthodologie précise et rigoureuse. Alors que les revues narratives ou les mises au point, très souvent, c'est le point de vue de l'auteur qu'il va donner par rapport à une question bien précise. Et ce type est de moins en moins accepté, de moins en moins désiré parce qu'il y a les biais liés à l'individu qui fait cela. Alors, on a vu qu'il y a aussi des rapports de cas qui, en général, vont rapporter des faits nouveaux, différents, qui peuvent aboutir à d'autres travaux de recherche. L'éditorial qui est souvent fait par l'éditeur ou un expert du domaine, juste comme un petit commentaire ou une petite précision sur les articles qu'il y a dans un volume ou dans un numéro. Voilà. Et parlant de l'article original, donc, nous avons vu que les différentes sections qu'on va retrouver, il y a les titres et les auteurs.
le titre devant être Peut-être que informatif, il n'a il pas faudrait là. qu'à partir du titre, on De puisse Pascal, savoir il fait un bon précisément signe avec ça. est le contenu de votre travail de recherche. Qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver dans les résultats après? Et pour les auteurs, il faudrait se rassurer de mettre uniquement les auteurs qui remplissent les critères que nous avons eu à voir et donc qui ont validé la version finale qui est soumise aussi. Également, après les titres et auteurs, il y a l'abstract ou le résumé, dont la structure est quasiment identique à l'article complet. C'est-à-dire, on a comme une sorte d'introduction, une sorte de méthode, une sorte de résultat, une sorte de conclusion qui est un peu une forme de discussion en même temps. Voilà, et c'est ça en fait le résumé. Et très souvent, ça doit se limiter à 250 mots, pas plus. L'introduction permet de poser le problème et de montrer en quoi ce que vous voulez rapporter, ce sur quoi vous voulez rendre compte, en quoi est-ce que c'est nouveau, en quoi est-ce que c'est différent, pourquoi est-ce que ça mérite qu'on s'intéresse à cela et qu'on puisse se préoccuper de cela. Et on aura bien sûr d'autres modules pour parler en détail de l'introduction. La méthodologie décrit comment est-ce que l'étude a été menée, on reviendra dessus. Les résultats rapportent également la réponse qu'on a obtenue à la question qui est posée, la question de recherche, on reviendra dessus aussi. La discussion, elle permet de mettre le résultat dans son contexte, notamment en comparant ce qu'on a trouvé à ce que d'autres ont trouvé et en donnant une sorte d'explication ou d'implication qu'on a à la suite de ces résultats. Et la conclusion va apporter une réponse à notre question de recherche et ouvrir sur d'autres travaux de recherche potentiels. Et les références et les autres parties qui vont varier donc selon les exigences du journal. Voilà. Et donc, on a, selon les journaux, ça peut être le style à part, ça peut être le style Vancouver, ainsi de suite. On reviendra dessus d'ailleurs quand on verra les autres sections. Et c'est à peu près ça, donc, la structure qu'on va retrouver dans un article original. OK. Concernant la section des résultats, l'objectif lorsqu'on présente les résultats, c'est de décrire globalement ce qui a été obtenu comme résultat. Et la section résultat de votre travail de recherche n'a pas pour but de répéter ce qui est déjà mentionné dans les tableaux ou les figures. Voilà, donc quand on rédige la partie résultat, l'idée n'est pas de rapporter tout ce qu'on a déjà dit dans les tableaux. Il n'est pas question, en fait, c'est pas comme si on voulait aider celui qui va lire l'article à lire le contenu du tableau. Donc, le but n'est pas de dire, par exemple, sur la première ligne, on a les hommes qui sont à tel pourcentage, les femmes qui sont à tel pourcentage. La deuxième ligne, on a le niveau d'études qui dit qu'on a tel primaire, tel secondaire, tel supérieur. La troisième ligne, on a ceci. Non, c'est vraiment pas ça l'objectif de la section résultat qu'on va rédiger. Mais le but, en fait, c'est de donner une tendance globale. Là, je parle bien de la section résultat où on va rédiger du texte. Le but, c'est de ressortir les faits majeurs, c'est-à-dire les principaux éléments qu'on voudrait faire voir au lecteur sur l'ensemble des données qui sont présentes dans les tableaux. Voilà. Et lorsqu'on fait cette rédaction, donc, on va soutenir ces affirmations avec des chiffres qui sont tirés des tableaux et des figures. Et là, on le verra dans la suite aussi, il faut donner uniquement les chiffres qui sont les plus pertinents, uniquement les chiffres qui sont les plus intéressants, sachant que celui qui lit votre article a la possibilité de voir les tableaux qui sont dans l'article et de voir tous les détails concernant tous les autres chiffres qui sont liés à votre travail de recherche. Et pendant que vous mettez ces chiffres dans les textes, il faut toujours citer les tableaux et les figures qui correspondent à cette information que vous êtes en train de rapporter. Voilà, donc l'idée globale, vraiment, quand on entre dans la section résultats, c'est de présenter les faits majeurs, les principaux chiffres et laisser le lecteur donc aller dans les tableaux et les figures, pouvoir explorer donc tout ce qu'il pourrait retrouver comme détail sur les chiffres. Maintenant, les résultats d'un travail de recherche se présentent en général en trois types, où il y a trois formes ou trois façons possibles de présenter ces résultats-là.
La première façon, c'est avec des tableaux. Et là, on va voir en long et en large comment les tableaux se présentent, les règles, les principes à respecter. Et la deuxième façon, ce sont des figures. On verra aussi les différents types de figures, dans quel cas on utilise tel ou tel autre type de figure. Et enfin, c'est le texte qui va permettre donc de faire comme une sorte de synthèse, une sorte de résumé de l'ensemble des informations qui sont présentées dans les différents tableaux. Voilà. Donc, les tableaux permettent de présenter les détails des chiffres obtenus après l'analyse statistique. Donc, la particularité avec les tableaux, c'est que on va ressortir là-dedans les détails des chiffres avec toute la précision qu'il faut. C'est par exemple avec les tableaux qu'on va présenter ce qu'on appelle la description des variables. Et quand on dit description, ça veut simplement dire rendre compte des réponses qu'on a obtenues pour chacune des variables collectées. Par exemple, si je veux faire un article où je veux rapporter le coût, estimation du coût de gestion d'un camp de réfugiés à l'extrême nord du Cameroun. Donc, j'ai eu à gérer un camp de réfugiés. Je sais pas comment l'administration se passe, mais j'ai géré un camp de réfugiés. J'ai eu à voir des dépenses, les zones qui demandent plus de dépenses, qui demandent moins de dépenses, ainsi de suite. J'ai une base de données avec, par exemple, les dépenses mensuelles pour chaque rubrique, les dépenses qu'il a pu y avoir, rubrique d'électricité, provision en eau, achat de nourriture et tout ce qui peut aller là-dedans. Et donc, je me dis, ben, je dois faire un article pour rendre compte de l'état de ces dépenses et pour pouvoir informer les autres personnes qui auront un camp de réfugiés à mettre sur pied, les informer donc pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions dans la répartition de leur budget, de leur prévision de dépenses. Ce que j'aurai à présenter dans mes résultats, par exemple, il va falloir donner, si on me dit par exemple, OK, quelles étaient les dépenses pour la provision en aliments ou en nourriture? J'ai la valeur ou le montant de la dépense pour chaque mois, peut-être sur 5 années. Donc, j'ai au total 60 valeurs de dépenses mensuelles. Peut-être j'ai 3 500 000 francs, 2 800 000 francs, 10 500 000, ainsi de suite, pour les différents mois que j'ai. Il va falloir donc ici, à l'aide d'un tableau, donner par exemple ce qu'on appelle la moyenne et l'écart type des dépenses mensuelles sur toute la période de 5 ans. Et ça, c'est une forme de statistique descriptive. Ça me permet de rendre compte de la valeur de ce que j'ai pu obtenir. Effectif et pourcentage, si on me demande par exemple, OK, il faut rendre compte du sexe de la population qui a fait l'objet de mon étude, peut-être ceux qui vivaient dans le camp dont je suis en train de rapporter les dépenses. Le sexe est une variable qualitative. Donc, il y a masculin et féminin. Et donc, je vais rapporter les effectifs et les pourcentages des hommes et des femmes dans ma population d'études. C'est vraiment ça qu'on appelle la statistique descriptive. Et c'est grâce au tableau que je vais renseigner donc ces informations-là avec tous les détails qui sont utiles pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, on verra quelques exemples dans la suite. C'est aussi avec les tableaux qu'on va présenter ce qu'on appelle l'étude d'association. Lorsque je veux savoir s'il y a un facteur ou une variable qui influence une autre variable, par exemple, je peux me demander, ben, est-ce que les dépenses étaient associées à la période de l'année? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certaines périodes où on avait vraiment beaucoup plus de dépenses que d'autres périodes? Là, j'aurais une étude d'association entre, d'une part, la variable dépense et d'autre part, la variable période de l'année. Et dans ce genre de tableau, on va utiliser des outils qu'on appelle le odds ratio et la valeur P qui permettent en général donc de juger est-ce qu'il y a vraiment un lien entre mes deux variables que je suis en train d'étudier ou pas. Et on pourra voir aussi d'autres formes de résultats qui vont être présentés selon les tableaux, surtout lorsqu'il est utile de présenter les détails de ces différentes informations-là. Et le point à préciser, c'est que ces différentes notions dont je parle peuvent paraître peut-être abstraites, nouvelles, difficiles, ainsi de suite. Mais en général, ce n'est pas à vous de faire ces différents calculs-là. C'est ça le travail du statisticien, de faire l'analyse statistique de vos données et de vous rendre les résultats avec tous ces indicateurs déjà calculés.
Et ce que vous avez à faire, en général, c'est juste de comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir en faire des commentaires qui soient raisonnables. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez peut-être d'ailleurs vu ça sur notre page de formation là. On a des vidéos qu'on a déjà conçues sur comment interpréter les résultats. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de notion en statistique, qui veulent juste comprendre qu'est-ce que telle chose signifie et comment est-ce que j'interprète ça. Donc, je vais vous encourager à regarder ces vidéos-là pour bien comprendre ces différents concepts statistiques et pour pouvoir donc faire une interprétation la plus cohérente possible des résultats que vous recevrez. Mais toujours est-il que ces indicateurs doivent être calculés donc par le statisticien. Quelques éléments majeurs et importants dans les tableaux qu'on conçoit pour un article scientifique. Ces tableaux doivent être numérotés en chiffres arables. Très souvent dans les travaux académiques, comme les thèses ou les mémoires, on les numérote en chiffres romains. Mais pour les articles, la plupart des journaux préfèrent que ce soit en chiffres arabes, dont le 1, 2, 3, 4 qu'on a l'habitude d'écrire là. Et le titre du tableau doit être, comme on appelle, stand-alone en anglais. Donc, le titre doit pouvoir être compris tout seul. Vous devez avoir un titre tel que si quelqu'un regarde juste le tableau avec son titre, qu'il comprenne de quoi il est question. Du coup, il faut être le plus explicite possible lorsqu'on fait le titre d'un tableau et ne pas seulement mettre des brèves expressions. Parce que parfois, vous allez voir certaines personnes qui vont écrire, par exemple, ils mettent comme titre du tableau effectif de la population. Mais ça ne veut rien dire. Ou bien ils mettent comme titre du tableau sexe et âge. Ça ne veut rien dire. On ne comprend pas. Est-ce que c'est l'association entre le sexe et l'âge? Est-ce que c'est la description de ces variables-là? C'est le sexe et l'âge de qui? Est-ce que c'est uniquement des personnes malades ou des réfugiés ou de quoi exactement? Donc, il faut qu'on ait un titre qui permet d'expliquer en détail le contenu du tableau de manière à ce qu'on puisse le comprendre tout seul. Et le titre, lui, il se place au-dessus du tableau. Voilà. Maintenant, dans la présentation du tableau lui-même, on utilise ce qu'on appelle le style APA. Bon, APA, c'est pour American Psychological Association. C'est une association de psychologues américains qui a défini un certain nombre de normes en matière de rédaction, de référence et tout le reste. Et le style APA, on verra dans l'exemple tout à l'heure, c'est des tableaux qui ont uniquement 3 traits horizontaux. Voilà, donc je disais, le style APA a la particularité d'avoir uniquement 3 traits horizontaux. Donc, il n'y a pas de traits verticaux, je veux dire des lignes qu'on trace effectivement dans le tableau. Et enfin, lorsque vous faites un tableau, il faut toujours associer une légende qui explique les abréviations ou les points spéciaux que vous avez dans le tableau. Ça veut dire si dans le tableau, par exemple, vous avez une abréviation, même si dans le texte, vous avez expliqué ce que l'abréviation signifie, je l'ai dit, le tableau doit pouvoir être stand-alone. On doit pouvoir comprendre le tableau tout seul sans avoir besoin de faire recours au texte. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre les abréviations en dessous lorsqu'il y a eu des abréviations dans le tableau. Et les points spéciaux, c'est par exemple des variables pour lesquelles voilà, il y a une définition particulière que vous avez utilisée ou vous voulez faire une précision sur la façon dont la variable a été calculée ou etc. C'est dans ce cas donc on va avoir ces points spéciaux-là. Voilà, donc ici on a un exemple de tableau. C'est un tableau que j'ai pris dans l'article qui était la lecture recommandée du module précédent. J'espère que vous avez pris le temps de parcourir un peu pour voir comment est-ce que l'article est organisé. Donc vous allez voir le tableau est numéroté en chiffres romains et c'est bien chiffre arabe. Donc, et c'est ce que je disais. Donc, on a tableau 1, c'est le numéro du tableau. Puis, le titre du tableau qui est bel et bien placé au-dessus de notre tableau. Et vous allez voir, c'est description des caractéristiques démographiques et des signes de la novatie cardiaque dans la population d'études. Donc, on donne vraiment la description de tout ce qu'on s'attend à retrouver dans notre tableau. Je ne dis pas simplement caractéristiques socio-démographiques et symptômes.
là, ce ne serait pas suffisamment complet et le titre du tableau doit être vraiment explicite, vraiment détaillé. Donc, voilà, si je remets la numérotation là. Très bien. Donc, dans mon tableau, ici, on a les variables sociodémographiques jusque-là. Âge, sexe, niveau d'études. Et puis, j'ai les symptômes qui sont dans la deuxième partie ici. Et c'est bien ce qui est mentionné dans le titre de mon tableau ici en haut. Voilà. Également, je l'ai dit, dans le style APA, on a juste 3 traits qui sont mentionnés sur le tableau. Et les traits en question, voici un trait ici, voici un deuxième trait. Les 2 premiers traits permettant de distinguer la section où on a les titres des colonnes et le 3e trait qui marque la fin du tableau ici. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir dans notre tableau des traits horizontaux comme ceci. Non, ça, ce n'est pas du tout la chose qu'il faut faire. Encore moins des traits verticaux comme ceci. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On doit avoir juste les 3 traits tels que vous voyez dans ce tableau ici. Un premier trait là, un deuxième trait et puis un dernier trait qui est en bas. Voilà. Normalement, lorsqu'on analyse les données statistiques, quand on vous les rend, ça doit être déjà dans ce format-là. Je le dis pour que vous ne reveniez pas ajouter d'autres éléments là-dessus qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Également, dans le tableau, ça, je l'ai pas dit dans le texte, les titres des colonnes doivent effectivement définir ou représenter ce qu'on retrouve dans ces colonnes-là. Ici, ce sont les variables qu'on a. Âge, sexe, niveau d'instruction, ainsi de suite. Ici, ce sont les effectifs qu'on retrouve dans cette colonne. C'est ça là. Et ici, ce sont les pourcentages qu'on retrouve dans cette autre colonne. Et il faut donc éviter de mettre des titres qui ne renvoient pas exactement à ce qu'on a dans ces colonnes-là. Parce que parfois, vous allez voir certains tableaux. Si je mets effectif là, et je viens ici mettre la moyenne d'âge, c'est que ce n'est plus ça. Parce que le titre de la colonne dit c'est effectif. Normalement, tout ce que je retrouve dans ce tableau, ça doit être les effectifs uniquement. Autre chose, vous allez voir ici en bas, on a mis une explication sur le concept de la dysfonction érectile qui est mentionné dans le tableau là. Et on a bien précisé à quoi est-ce que ça renvoie dans cette étude précisément. Donc, en principe, il faut ajouter une étoile sur ce fichier ici. Donc, normalement, il faut ajouter une étoile au niveau de la variable dysfonction érectile ici et mettre en dessous du tableau, donc l'étoile que j'ai mentionnée là correspond à autre chose. C'est ça que j'appelais des mentions spéciales qu'on peut avoir à faire dans son tableau s'il y a certaines variables qu'on veut expliquer précisément. Donc, voilà un exemple de tableau descriptif avec les différents éléments qu'on vient de voir. Et c'est comme ça que les tableaux que vous mettez dans votre article doivent se présenter normalement. Un autre exemple de tableau où on a plutôt maintenant une description des paramètres quantitatifs, donc des variables quantitatives. Et vous allez voir que le principe reste exactement le même. Ici, on a par exemple tableau 2. On a le titre qui en réalité est compréhensible tout seul. Description des paramètres anthropométriques, hémodynamiques et glycémiques de la population d'études. Donc, on comprend clairement à partir du titre ce qu'on a là-dedans. Ici, on a les titres des colonnes variables. Et dans cette colonne, on dit bien ce sont les moyennes et les écarts types qu'on va retrouver là. Et dans cette colonne, c'est le minimum et le maximum qu'on va retrouver. Et vous voyez qu'on a 3 traits, un trait, 2 traits et un 3e trait ici en bas, pas plus, parce qu'on respecte le style APA. Et dans ce tableau, par exemple, on a beaucoup d'abréviations qui sont mentionnées là. Donc, j'ai une abréviation ici, IMC, une abréviation PAS, PAD, une autre abréviation ici, hémoglobine A1C, ainsi de suite. Et en bas, donc, j'ai également BPM quelque part là. Et en bas, je vais expliquer chacune de ces abréviations-là. Et les abréviations que je mets en bas, c'est par ordre alphabétique pour faciliter à celui qui veut comprendre ce que ça veut dire de retrouver. Donc, normalement, ici, j'ai le B, BPM, qui veut dire battement par minute, point virgule. J'ai IMC,
qui veut dire index de masse corporelle, point virgule. J'ai PAS qui veut dire pression artérielle systolique. J'ai PAD, pression artérielle diastolique. Et HbA1c, hémoglobine glyquée, qui aurait dû normalement revenir avant ici. Avant le I qui est là, normalement, ceci doit revenir là parce qu'on classe l'explication des abréviations par ordre alphabétique. Et si, par exemple, je voulais donner une explication plus détaillée sur le score d'Ewing, peut-être que je me dis que bon, certains peuvent ne pas comprendre ce que c'est. À ce moment, je devrais mettre une astérisque ici sur score d'Ewing et venir en bas maintenant, après avoir mis mes abréviations, mettre une astérisque pour signaler le score d'Ewing. Ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour qu'on puisse comprendre à quoi est-ce que ça renvoie. Et donc, c'est comme ça qu'on présente les tableaux pour la description. Et je peux aussi, dans certains cas, dans le même tableau, avoir les effectifs et pourcentages, les moyennes et écarts types, mais il faudrait que les titres de mes colonnes puissent l'expliquer clairement et que les gens ne voient pas titre effectif et dans le tableau, ils retrouvent plutôt les moyennes et les écarts types ou quelque chose de ce genre-là. Voilà, et là, je vois une question dans le chat. En ce qui concerne la forme, est-ce que les éléments de la première ligne, les titres du tableau doivent être en gras ou c'est facultatif? Oui, bon, je crois que là, c'est facultatif. C'est pas vraiment, il n'y a pas d'exigence là-dessus sur le fait que ce soit en gras ou pas, ou en italique ou pas. Voilà, c'est tous les éléments que je suis en train de présenter là qui sont les points obligatoires, en fait. Voici un exemple aussi de tableau d'études d'association. En général, c'est des tableaux qui sont un peu plus longs, quand même, un peu plus longs. Mais dans tous les cas, les principes sont toujours respectés. Là, j'ai le tableau 4, facteurs associés à la différence. Ça, c'est une autre étude. Ce n'est pas celle que je vous ai envoyée. Et ça, c'est d'un fichier Word que j'ai extrait cette information. Et vous allez voir que ici, par exemple, j'ai plutôt les sous-groupes que je suis en train de comparer. Bon, déjà, j'ai la variable ici. J'ai le groupe de ceux qui ont la dysfonction érectile et ceux qui n'ont pas, avec des effectifs correspondants en dessous. J'ai ce qu'on appelle le odds ratio et l'intervalle de 95%. J'ai la valeur P qui est là dans cette colonne. J'ai ce qu'on appelle le odds ratio ajusté. Ça, c'est pour l'analyse multivariée. Et comme je l'ai dit, vous avez des vidéos sur notre page YouTube qui vous expliquent vraiment en détail qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on interprète cela. Et puis, j'ai la valeur P ajustée qui se trouve là. Et l'une des choses qu'il faut remarquer également, c'est qu'en général, les tableaux qu'on va utiliser dans les articles sont beaucoup plus compactés, sont beaucoup plus, je dirais, rigoureux, sont beaucoup plus restreints que ce qu'on va retrouver dans un mémoire ou dans une thèse, dans un travail académique en général. Parce que dans l'article, le nombre de pages est en général limité. Le nombre de tableaux est en général limité. Je ne connais pas de journaux qui laissent la possibilité à l'auteur de mettre autant de tableaux qu'il voudra. Non. Il y a même des journaux qui limitent à 3 tableaux ou à 4 tableaux. Et donc, vous comprenez qu'on est obligé de mettre plusieurs informations dans le même tableau, même s'il est très long, pourvu qu'on puisse trouver un titre cohérent et qui rende compte du contenu de ce tableau-là. Voilà. Normalement, dans un travail académique, par exemple, on aurait séparé cette deuxième partie, l'analyse variée qui est là, dans un tabac. Mais puisqu'on est dans un article, tout ça dans un même et ça passe, c'est accepté. Ça nous permet donc justement de pouvoir présenter donc l'ensemble des informations qu'on a présentées sur cette question dans le même tableau. Maintenant, pour continuer de faire remarquer les autres choses, vous voyez que ici, par exemple, pour les variables, là, on a juste ceux qui ont l'âge supérieur à 62 ans, juste ceux qui ont les éléments corporels supérieurs à 30 kg par mètre carré. Donc, même dans les tableaux ici, on fait l'effort de rester précis et concis sur l'information essentielle qu'il y a à présenter. Voilà, il y a d'autres variables que j'ai supprimées au milieu là, mais le tableau était beaucoup plus long et ça se termine donc par les traitements reçus. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a que 3 traits, celui-ci, celui-ci et le dernier qui est en bas. Et il y a une explication ici. Donc, il y a l'étoile qu'on a mentionnée là,
sur odd ratio ajusté. Et on explique en bas donc pour dire l'odd ratio et la valeur P sont ajustés à tous les facteurs. Il y a une association proche de la significativité avec la dysfonction érectile. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a des points spéciaux qu'on veut préciser, on met une étoile et on met l'explication en dessous du tableau pour que celui qui voit le tableau n'ait pas besoin de rentrer dans le texte pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par odd ratio ajusté. Et après, on a les autres abréviations, bon, qui n'apparaissent pas parce que j'ai coupé le tableau, comme j'ai dit. Mais les autres abréviations qu'il y a dans ce tableau, c'est ACFA, son explication, ECG, FEV et ainsi de suite. On met toutes les abréviations qu'il y a dans ce tableau en pied de page, comme une légende en rapport à ce tableau-là. Et donc, voilà comment est-ce que les tableaux doivent être présentés pour les résultats d'un article scientifique qu'on veut soumettre pour publication. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir le cas des figures. Parce qu'en dehors des tableaux, je l'ai dit, l'autre façon de présenter, c'est en utilisant les figures. Les figures permettent en général de présenter les résultats sans faire attention aux détails. Ce qui compte dans ce cas, en général, c'est la tendance globale. Je veux que celui qui regarde ça ait surtout une idée globale. Pour les figures, c'est la tendance globale qu'on veut présenter. Ce n'est pas tout le détail. Et en réalité, les figures ne sont pas obligatoires dans un article. Par contre, je crois que pour un article qui traite des données quantitatives, en général, on ne peut pas ne pas avoir des tableaux. Il y a toujours une partie pour le tableau. Mais les figures, par contre, ce n'est pas obligé. Et d'ailleurs, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Il faut toujours se demander qu'est-ce que la figure m'apporte de plus que vous n'apporterez pas. Si vous ne voyez pas ce que la figure apporte de plus, autant rester avec le tableau. Ça, c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter. Une pilule qui est assez amère à avaler, surtout quand on commence la rédaction d'articles, parce qu'on a l'impression qu'avec la figure, c'est plus beau, c'est plus waouh. Ce sera peut-être plus apprécié. On aura l'impression que j'ai vraiment un bon article quand il y a des figures à l'intérieur. Mais je peux vous garantir que c'est complètement faux. La figure à l'intérieur, mais qui est un excellent article. Ce qui va définir la valeur de votre article, c'est surtout la façon de rédiger. Rappelez-vous, on avait le dossier de rédaction. Et c'est la méthode que vous avez utilisée dans le travail scientifique que vous rapportez. Et enfin, c'est la pertinence de questions que vous posez. Dans tous ces éléments, il n'y a pas le fait qu'il y ait une figure ou pas. Donc, il faut vraiment utiliser ça avec des précautions. Également, il faut faire attention à l'utilisation des couleurs dans les figures. Il faut limiter au maximum l'utilisation des couleurs. En général, ce qui est même d'ailleurs recommandé, c'est de faire des figures en noir sur blanc, tout simplement. Et même quand on veut faire varier les sous-groupes dans sa figure, on recommande souvent d'utiliser des styles, des symboles différents. Je peux utiliser peut-être un trait pointillé pour un groupe, un trait plein pour un autre, plutôt que d'utiliser deux couleurs différentes. Parce que parfois, lorsque vous avez des couleurs dans votre figure et que vous devez payer pour la publication de votre article, ça peut engendrer, vous devez augmenter peut-être 20% ou 10% des frais de publication parce que ça coûte plus à l'éditeur au moment de l'impression, alors qu'en réalité, ça n'apporte pas grand-chose à la pertinence du résultat que vous êtes en train de présenter. Et il faut choisir le type de figure, donc, en fonction du type d'information que vous avez à présenter. Voilà, on va voir dans la suite les différents types de figures qu'il y a et dans quel cas on les utilise. Et la figure aussi doit avoir un titre qui est aussi numéroté. Ça, c'est en chiffre arabe. Il y a une erreur là, ce n'est pas en chiffre commun. C'est comme les tableaux. Donc, c'est figure 1, figure 2, figure 3, ainsi de suite. Et le titre doit pouvoir être stand-alone. Donc, on doit pouvoir comprendre le titre. Dans ce tableau, par exemple, on voit clairement que la maison, c'est 75,5, du moins pour le tout détail, et les femmes, c'est 77,5. Vous allez juste voir que les hommes sont à peu près au même niveau que les femmes. Vous n'aurez pas la valeur exacte
du tout de taille moyenne chez les hommes. C'est pour ça que je disais tantôt, le tableau nous donne tous les détails. Et en réalité, c'est presque la même information que j'ai sur la figure. À la différence que la figure, elle, va me donner juste une idée globale de l'information sans forcément avoir tous les détails qui sont présents lorsque je fais un tableau. Voilà. Donc, on va voir les différents types de figures qu'on peut avoir. Premièrement, il y a ce qu'on appelle des diagrammes circulaires ou camembert. Vous avez un exemple là. Ce sont des variables qui permettent ce sont des figures, pardon, qui permettent de décrire les variables qualitatives. Et je rappelle que une variable qualitative, c'est une variable qu'on ne peut ni compter ni mesurer et qui en général décrit l'état de quelque chose. Voilà. Quand je dis par exemple, est-ce que vous consommez du tabac? La réponse c'est soit oui, soit non. On ne peut pas mesurer est-ce que vous consommez du tabac. On ne peut pas compter. Et ça décrit l'état de fumeur ou de non-fumeur. Quand je demande quel est votre niveau d'études, la réponse c'est soit primaire, secondaire ou supérieur. Ça décrit un état. On ne peut pas compter le niveau d'études, on ne peut pas le mesurer. Et donc, pour ce type de variable-là, on va décrire avec un diagramme circulaire qui est simplement un cercle ou un cylindre avec les parts proportionnelles aux effectifs des modalités de réponse. Ici, par exemple, on a là un exemple donc, de diagramme circulaire. Et vous allez voir que c'est peut-être une question, est-ce que vous fumez oui ou non? J'ai la proportion de oui, de non ici, 41,1%. J'ai la proportion de oui qui est également présentée à côté là. Et c'est utilisé lorsqu'on a une variable qualitative pour lesquelles les modalités de réponse sont mutuellement exclusives. Ça veut dire que la même personne ne peut pas avoir plusieurs réponses différentes. Par exemple, quand je dis niveau d'études, quelqu'un ne peut pas être à la fois à primaire et secondaire. Quand je dis est-ce que vous fumez, quelqu'un ne peut pas à la fois dire oui et non. Mais si par contre je demande quelles sont vos préférences en matière de méthodes de planification familiale, ou bien quelles sont les méthodes de planification familiale que vous avez déjà utilisées. La même personne peut dire, j'ai déjà utilisé les implants, j'ai déjà utilisé les pilules contraceptives, les contraceptifs oraux, et j'ai peut-être déjà utilisé la méthode chirurgicale. Donc, dans ce cas, on va dire que les modalités ne sont pas mutuellement exclusives parce que la même personne peut donner plusieurs réponses. Et dans ces cas-là, le diagramme circulaire n'est pas du tout adapté. Également, le diagramme circulaire est utilisé lorsqu'on n'a pas plus de 5 modalités de réponse. Donc, il faut éviter des cercles, des diagrammes circulaires où vous avez 6, 7, 8 modalités parce qu'en réalité, en général, ça fait autant de couleurs différentes puisqu'il faut une couleur pour chaque modalité, la proportion du cercle ou du cylindre étant donc proportionnelle à l'effectif de cette modalité-là. Également, ça présente en général les pourcentages et parfois, mais ça sera les effectifs, pardon, ce n'est pas objectif, c'est les effectifs là. Et vous comprenez qu'en général, un diagramme circulaire vous présente une seule information. En fait, ça décrit le plus souvent une seule variable. Et c'est pour ça que, en général, ce type de graphique n'est pas très utile dans les articles. Personnellement, je ne vous recommande pas du tout d'utiliser les diagrammes circulaires dans votre article parce que ça prend beaucoup d'espace pour rien. Pour cette variable-ci, par exemple, qui est présente là, si je reviens sur les tableaux qu'on a présentés avant, le graphique qu'on a montré là, c'est probablement une ligne de ce tableau ici qu'on pouvait mettre sous forme de ces graphiques-là. Et même moins que ça d'ailleurs. Et donc, vous voyez que s'il faut simplement mettre les graphiques circulaires, ça vous prend énormément de place. Il faut réserver ça surtout pour les articles, pour les documents académiques ou pour les rapports de projet, parce que souvent là, on a beaucoup d'espace, on peut mettre beaucoup de pages, mais pour les articles, on veut être précis et concis. Deuxième type de graphique, ce sont les diagrammes en bande qui permettent aussi de décrire les variables qualitatives, surtout lorsqu'on a plus de 5 modalités de réponse. Et donc, ce sont des bandes ou des surfaces dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Ça veut dire plus l'effectif est grand, plus la hauteur sera grande également. Bien sûr, l'effectif des modalités de réponse de cette variable-là.
Voilà. Et ça, c'est indiqué pour les variables ayant des réponses qui ne sont pas mutuellement exclusives ou même qui sont mutuellement exclusives. Donc, ça, j'ai les deux options. Voilà, que les réponses soient exclusives ou pas, on peut utiliser les diagrammes en bande. Donc, pour la question, par exemple, de la méthode de contraception utilisée, on peut bien faire un diagramme en bande. Et ça peut être des bandes horizontales, comme sur cette figure qui est là, ou des bandes verticales si on avait inversé dans l'autre sens. Très bien. Et dans tous les cas, quand on fait un diagramme en bande, il faut mettre les titres sur les axes. Absolument. Il faut qu'on sache l'axe qui est ici. Qu'est-ce que ça représente? Par exemple, ici, ça, c'est la région d'origine. Une étude faite au Cameroun. Et en bas, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est les pourcentages de ceux qui sont de ces différentes régions d'origine qui sont mentionnées là. Voilà. Donc, c'est ça le graphique pour le diagramme en bande. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'histogramme, qui va souvent permettre de décrire les variables quantitatives, mais qui sont ramenées en catégories. Et je précise qu'une variable quantitative, c'est une variable qu'on peut soit compter, soit mesurer. C'est ça les variables quantitatives et qui admettent des additions et des multiplications. Par exemple, quand je parle de l'âge d'une personne, je peux compter l'âge, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Et je peux additionner. Si quelqu'un a 8 ans et qu'on ajoute 4 ans, ça va faire 12 ans. Si quelqu'un a 10 ans, qu'on ajoute 10 ans, ça va faire 20 ans. Donc, ça montre que c'est vraiment une quantité. Mais souvent, on peut, pour simplifier les choses, décrire ces variables-là en catégories. Par exemple, je peux choisir de décrire ma population en tranches d'âge. Et vous allez voir comme sur cet exemple ici, ça fait que c'est une variable quantitative, mais que j'ai ramenée en catégorie. Et là, je peux utiliser l'histogramme pour présenter ça sous forme de graphique. Et très souvent, non, ce sont des bandes qui se collent. Donc, ce sont des bandes jointives parce que justement, les tranches se suivent exactement. Par exemple, ici, vous avez l'âge des 21 à 30 ans qui se suivent directement par les 30 à 40 ans. C'est pour ça que les deux bandes ne doivent pas être séparées. Elles doivent se coller parce que là où une catégorie finit, l'autre commence. Et c'est ça la différence entre l'histogramme et le diagramme en bande. Parce que sur le diagramme en bande, les bandes sont séparées, on peut voir sur la figure là, mais sur l'histogramme, les bandes sont collées. Et ça, c'est souvent pour décrire donc les variables quantitatives ramenées en catégorie. Voilà. Et là, également, il faut préciser le titre, les différents axes qu'on a ici et graduer les axes. Quand vous faites un graphique, et on doit toujours avoir la graduation ici, par exemple, c'est 0, 20, 40, 60, pour avoir une idée. Et comme je disais tantôt, vous allez voir que sur ce graphique, je n'ai pas les effectifs. Justement parce que c'est une figure qui ne vise pas à présenter tous les détails. Quand je regarde cette figure, l'information que j'ai de prime abord, c'est que les 21-30 ans sont les plus nombreux, suivis des 30-40 ans, et que les plus de 50 ans sont les moins nombreux. Mais ça ne me renseigne pas directement sur le détail des effectifs de chacune de ces catégories-là. Alors que dans un tableau, j'aurais eu et les effectifs et les pourcentages de toutes ces différentes catégories. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi les boîtes à moustaches, ou en anglais box plot, qui permettent de décrire les variables quantitatives en général par groupe. Le plus souvent, c'est quand on a plusieurs groupes, peut-être les hommes et les femmes, les fumeurs, les non-fumeurs, qu'on va utiliser donc les boîtes à moustaches. Et c'est juste une boîte ou un carré, comme on peut le voir là, qui permet de renseigner sur un certain nombre d'indicateurs ou de paramètres statistiques des variables quantitatives, parmi lesquels vous allez voir sur le graphique qui est en bas ici, on a le trait du milieu qui représente la médiane, le trait du milieu de la boîte. On a les deux traits extrêmes de la boîte qui représentent respectivement le premier et le troisième quartile, ou alors le 25e et le 75e percentile, et l'intervalle entre les deux, c'est ça qu'on appelle l'intervalle interquartile. Ensuite, on a l'extrémité de notre trait ici, qui représente le minimum, ou alors celui qui est en bas là, et l'autre extrémité qui représente le maximum de la variable quantitative.
Et souvent, on va ajouter quelques points, comme vous voyez ici, outliers, quelques points là, pour indiquer donc, voici les extrêmes, les valeurs aberrantes ou les valeurs qui sont trop différentes du reste des valeurs qu'on a. Ce sont des notions statistiques qu'il est important de comprendre parce que vous ne pouvez pas faire des commentaires sur des résultats, rédiger une section de résultats, sans au moins avoir une petite compréhension de ces différents éléments. Et encore une fois, je vais vous orienter vers les autres vidéos qu'on a faites déjà sur les commentaires des résultats. Où vous aurez une meilleure compréhension donc, de ces différentes notions qui ne sont pas très compliquées. Vraiment, je peux vous garantir de ce que c'est assez simple quand on entre dans ces détails-là. Et donc, sur cette figure, par exemple, vous allez voir que on est en train de présenter la facture totale. Par exemple, total bill des personnes en fonction du statut tabagique au fil des journées. Donc, j'ai ici jeudi, vendredi, samedi, ainsi de suite. J'ai en violet les fumeurs, en vert ceux qui ne sont pas fumeurs. Et cette variable, c'est une variable quantitative. Et si je veux interpréter cette boîte à moustache, ça veut par exemple dire que le jeudi, les fumeurs et les non-fumeurs ont dépensé, ont une facture qui est à peu près similaire parce que le trait du milieu qui est là représente la médiane. Et donc, vous voyez que ici, par exemple, je n'ai pas la valeur exacte de la médiane. Je ne sais pas combien est la médiane. Bon, je peux projeter là et estimer peut-être c'est autour de 16 ou 17 par là, mais je n'ai pas la valeur exacte. Ce graphique me montre surtout la tendance globale. Et je peux voir ici, par exemple, que bon, les vendredis, les non-fumeurs ont une facture plus élevée. Les samedis, par contre, les fumeurs ont une facture plus élevée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est à ça que les figures servent, en fait, c'est de présenter la tendance globale qu'on a. Et pour le cas des boîtes à moustaches, c'est la tendance globale des variables quantitatives. Voilà. À côté de ceci, on peut aussi utiliser des courbes qui, en général, vont permettre de décrire l'évolution dans le temps d'un paramètre ou d'une variable qui peut être une variable quantitative le plus souvent, mais on veut décrire sa variation dans le temps. Donc, en général, quand on utilise une courbe, c'est parce qu'il y a une notion d'évolution dans le temps. Ce deuxième graphique, par exemple, décrit ce qu'on appelle la microfilarémie, c'est la quantité de filets dans le sang au cours du temps. Donc, vous voyez qu'ici, on a le jour 0, le jour 3, le jour 7, le jour 30. Ça, c'est les délais où on a évalué la quantité de filets. Et justement, à ce niveau-ci, vous allez voir qu'on a deux groupes. Bon, là, ce n'est pas précisé, c'est dans la légende de cette figure-ci. Et comme je disais au début, on aurait pu faire deux couleurs ici, le bleu et le rouge, par exemple. Mais on préfère un trait plein noir et un trait en pointillé noir pour distinguer les deux groupes. Et on aura bien sûr une légende qui indique le trait plein, c'est tel groupe, le trait pointillé, c'est tel autre groupe, pour qu'on puisse comprendre le graphique en question. Et là, à gauche, par exemple, ce sont des valeurs individuelles. Donc, pour chaque individu, sa progression dans le temps, J0, J3, J7, J30, ainsi de suite. Et c'est ça l'utilisation des courbes pour pouvoir présenter ces résultats. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le diagramme de flux ou le flow chart en anglais, qui permet en général de décrire le processus du recrutement des participants à l'étude. Donc, c'est souvent pour refléter, au début, j'ai présenté mon étude à combien de personnes au total. Parmi eux, il y a combien qui ont accepté, combien qui ont refusé. Et ceux qui ont refusé, c'était pourquoi qu'ils ont refusé. Parmi ceux qui ont accepté, est-ce qu'il y en a que j'ai dû exclure moi-même pour telle ou telle autre raison, jusqu'à arriver finalement à ceux que j'ai retenus? Et s'il y a un certain suivi, est-ce que sur le chemin, il y a eu des perdus de vue des personnes que j'ai eu à suivre, etc. Et c'est ça que le diagramme de flux va en général permettre de présenter. Sur ce graphique, par exemple, sur le diagramme de flux d'un essai clinique que nous avons fait, qui est actuellement soumis en attente de publication. Donc, ici, on voit au début, on a testé 2150 personnes, parmi lesquelles on a dû exclure 1930, parce que dans nos critères, il fallait exclure les femmes, exclure ceux qui avaient plus de 70 ans, moins de 18 ans, ainsi de suite. On est donc resté avec 221 personnes. Parmi les 221, on a divisé en trois groupes. Le premier groupe qui était de 96 personnes, parmi lesquelles on a dû garder juste 16 qui remplissaient finalement tous les critères pour être traités.
qu'on a encore répartis en deux bras. Bon, ça, c'est un cas particulier où on a eu vraiment beaucoup de groupes dans cette étude, beaucoup de bras différents. Mais en général, on peut avoir un diagramme de flux qui est juste un trait continu là, avec les différentes boîtes qui décrivent le nombre de personnes à chaque étape et des traits qui ressortent pour dire on a exclu tel nombre de personnes pour telle raison, ainsi de suite. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ça dans un article. Mais en général, si on peut présenter ça, c'est mieux parce que souvent, ça permet de mieux rendre compte de comment est-ce que le travail a été mené sur le terrain précisément. Voilà.